Sors d'ici et attends le but là, dit la femme, sa voix dégoulinant d'un mépris glacial. 3 petites filles de seulement 3 ans, assises dans leur fauteuil roulant au bord d'une rue de banlieue déserte, regardèrent leur nouvelle belle-mère s'éloigner à toute vitesse dans sa voiture de luxe. Elles avaient peur, étaient désorientées et se retrouvaient maintenant complètement seules. Mais ce que cette femme cruelle ignorait, c'était que chacun de ses gestes était observé par la dernière personne qu'elle aurait soupçonnée. Mais avant de plonger dans l'histoire complète, dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne et commençons. Ces enfants cassés ne sont pas mon problème. La voix de Vanessa résonna depuis le couloir. Je ne me suis pas engagée à être l'infirmière de 3 morveuses en fauteuil roulant. Une fois que nous serons mariés depuis 1 an, je le convaincrai de les envoyer dans un internat spécial. Robert Williams se figea à l'extérieur du bureau de sa maison. Son cœur battait la chamade alors qu'il reconnaissait la voix de sa femme. Elle parlait à quelqu'un au téléphone, ignorant qu'il était remonté plus tôt de sa réunion. Je sais, Sarah. Être mariée à un milliardaire semble parfait jusqu'à ce que l'on réalise que le lot comprend 3 enfants handicapés. Je dois juste tenir un peu plus longtemps. Robert recula silencieusement, l'esprit en ébullition. La femme qui parlait ne pouvait pas être la même personne qui souriait aux caméras lors de galas de charité et qui racontait au monde combien elle était chanceuse d'être une belle-mère. Mais c'était bien sa voix, celle de sa femme depuis 6 mois, la femme à qui il avait confié ses trésors les plus précieux, ses filles. Le lendemain matin, Robert se réveilla à 5 heures. Il avait à peine dormi, les mots de Vanessa tournant en boucle dans son esprit. Elle dormait encore dans leur chambre lorsqu'il se dirigea tranquillement vers les chambres des filles. « Bonjour, mon soleil », dit-il en allumant la lampe de chevet à côté du lit d'Emma. À 8 ans, les triplés avaient leur propre chambre, bien qu'elles fussent reliées par des portes coulissantes qu'elle laissait souvent ouvertes. Emma se frotta les yeux et sourit. « Bonjour, papa. »« Prête à commencer la journée ?» demanda Robert en se dirigeant vers son placard pour choisir des vêtements. « Je veux le t-shirt bleu avec les étoiles, » dit Emma. Elle était la plus analytique de ses filles, observant toujours tout ce qui l'entourait. Robert aida Emma avec sa routine matinale, la soulevant soigneusement du lit pour la mettre dans son fauteuil roulant, l'aidant à se brosser les dents et à s'habiller. Il avait modifié toute la demeure pour la rendre accessible, avec des éviers surbaissés et de larges portes partout. Dans la pièce voisine, Lily était déjà réveillée, dessinant tranquillement dans son carnet de croquis, la triplée la plus artistique. Elle s'exprimait mieux par les images que par les mots. « Que dessines-tu aujourd'hui » demanda Robert en lui caressant ses cheveux châtains. « Notre famille » chuchota Lily en lui montrant un dessin avec 4 bonhommes bâtons souriant dans ce qui ressemblait à un jardin. « C'est magnifique » dit Robert, remarquant qu'il n'y avait que 4 personnages. Il ne mentionna pas l'absence de Vanessa. Sophie, la triplée la plus franche, appelait depuis sa chambre. « Papa, je meurs de faim. C'est l'heure du petit déjeuner. » Robert rit. « J'arrive, Sophie. Commençons par te préparer. » À 6h30, les 3 filles étaient habillées et dans leur fauteuil roulant. Robert les poussa une par une le long du couloir vers l'ascenseur qu'il avait fait installer lorsqu'il les avait adoptées, il y a 3 ans. L'ascenseur les descendit au 1er étage du vaste domaine du Massachusetts. Dans la cuisine, Madame Martinez, leur cuisinière, préparait le petit déjeuner. « Bonjour, la famille Williams », dit-elle joyeusement. « J'ai fait des pancakes aux myrtilles aujourd'hui. »« Avec des myrtilles en plus pour moi ?» demanda Sophie pleine d'espoir. « Bien sûr, mademoiselle Sophie. Des myrtilles supplémentaires juste pour vous. » Robert aida à installer les filles à la table spéciale réglable en hauteur. « Madame Winters sera là à 9h pour vos leçons », leur rappela-t-il. « Tu resteras pour notre expérience scientifique ?» demanda Lily doucement. Robert consulta sa montre. « J'ai une réunion vidéo à 10h30, mais je vais essayer de voir le début. » Emma étudia le visage de son père. « Tu as l'air fatigué, papa. Tu n'as pas bien dormi. » Robert oubliait parfois à quel point Emma était perspicace. « Juste quelques soucis de travail en tête, » dit-il, ne voulant pas les inquiéter. Le bruit de talons claquant sur le marbre annonça l'arrivée de Vanessa. Les épaules de Robert se raidirent involontairement. « Bonjour, la famille » dit Vanessa,
son sourire parfait comme toujours. À 32 ans, l'ancienne mannequin était superbe avec sa silhouette élancée et ses cheveux blonds soigneusement coiffés. « Bonjour, Vanessa », murmurèrent les filles. Robert remarqua que leur corps semblait légèrement se raidir. Vanessa se servit une tasse de café. « J'ai ce déjeuner de charité aujourd'hui, puis des rendez-vous au spa. Je ne serai pas à la maison avant le dîner. »« Nous avons kinésithérapie à 15 heures, » dit Emma. « Papa vient toujours avec nous. » « Quel dévouement, » dit Vanessa, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. « Robert, n'oublie pas que nous avons la soirée des Henderson ce week-end. »« Je m'en souviens, » dit Robert, observant comme elle regardait à peine les filles. Avait-il été aveugle à tout cela depuis le début? Après le petit déjeuner, Robert accompagna les filles dans leur salle de classe, une grande véranda aménagée avec vue sur le jardin. Madame Winters, leur tutrice de 68 ans, arriva précisément à 9 heures. « Bonjour, mes brillantes étudiantes, » dit Madame Winters, ses cheveux gris en chignon impeccables comme d'habitude. « Et bonjour, Monsieur Williams. »« Eleanor, merci d'être venue. J'ai une réunion, mais je me joindrai à vous pour l'expérience scientifique si je peux. »« Bien sûr, » dit Madame Winters. « Nous étudions les machines simples aujourd'hui. » Robert se dirigea vers son bureau à domicile, ses pensées encore troublées par ce qu'il avait surpris. À 10 heures, son téléphone sonna. « Robert, on dîne toujours ensemble ce soir. » C'était Marcus Chen, son plus vieil ami et associé. « Oui, s'il te plaît, viens. J'ai besoin de te parler de quelque chose. »« Tout va bien? Tu as l'air stressé. »« Je te dirai ce soir. Les filles seront heureuses de voir leur oncle Marcus. » À 18 heures, Marcus arriva. Les filles applaudirent en le voyant entrer dans la salle à manger. « Oncle Marcus » s'exclama Sophie. « Tu nous as apporté quelque chose. »« Sophie » réprimanda doucement Robert, mais Marcus rit. « En fait, oui » dit Marcus en sortant 3 petits paquets de son sac. « De nouveaux livres pour mes lectrices préférées. » Après le dîner, pendant que les filles regardaient un film avec Madame Winters, Robert conduisit Marcus à son bureau. « Que se passe-t-il » demanda Marcus. « Tu as été distrait toute la soirée. » Robert servit 2 verres d'eau et s'assit lourdement dans son fauteuil. « C'est Vanessa. »« Qu'est-ce qu'elle a ?»« Je l'ai entendue au téléphone hier. Les choses qu'elle a dites sur les filles. » La voix de Robert se brisa légèrement. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» demanda Marcus en se penchant en avant. Robert répéta la conversation, chaque mot étant douloureux à prononcer à haute voix. Marcus soupira. « Je déteste le dire, mais je ne suis pas surpris. J'ai vu comment elle regardait les filles quand elle pensait que personne ne la surveillait. »« Quoi? Pourquoi tu n'as rien dit ?»« J'ai essayé subtilement, mais tu étais si heureux, Robert. Après des années de solitude, à te concentrer sur ton travail, et puis les filles, tu méritais un peu de bonheur. » Robert secoua la tête. Les filles méritent mieux que quelqu'un qui les considère comme cassées. Qu'est-ce que tu vas faire? Avant que Robert ne puisse répondre, on frappa à la porte. Vanessa entra, élégante dans sa robe du soir. Les Miller ont appelé. Ils organisent une soirée de dernière minute et voulaient qu'on vienne, dit-elle. Je passe du temps avec Marcus et les filles ce soir, répondit Robert. Le sourire de Vanessa se crispa. Ce serait bon pour tes relations d'affaires. Pas ce soir, Vanessa. Après son départ, Marcus demanda. As-tu remarqué qu'elle ne planifie jamais rien quand les filles ont de la kiné ou des rendez-vous chez le médecin, mais qu'elle est toujours disponible pour les événements sociaux qui pourraient faire avancer son statut? Robert hocha lentement la tête. J'ai été un imbécile. Non, dit Marcus. Tu es un homme bon qui voulait croire en quelqu'un. Alors, maintenant. Robert regarda par la fenêtre le ciel qui s'assombrissait. Je dois en être sûr. Je dois la tester pour voir ce qu'elle ferait vraiment si elle était poussée. La tester? Comment? Je ne suis pas encore sûre, mais je dois protéger mes filles. Elles ont déjà perdu tant de choses. Je ne les laisserai pas vivre avec quelqu'un qui les considère comme un fardeau. Depuis le couloir, on entendit le bruit des roues sur le parquet. Papa, appela Emma.
Le film est terminé. Tu peux nous aider à nous préparer pour le lit. J'arrive, ma chérie, appela Robert en se levant. À Marcus, il dit, reste dormir. On en reparlera après qu'elles se seront endormies. Alors que Robert aidait chaque fille dans sa routine du soir, il regarda leur visage confiant. Emma avec ses yeux réfléchis, Lily avec son doux sourire, Sophie avec son expression déterminée. 3 filles parfaites qui avaient déjà affronté plus de défis que la plupart des gens n'en connaissent dans toute une vie. « Papa, tu es triste ?» demanda Lily alors qu'il bordait sa couverture autour d'elle. « Non, ma chérie. Je réfléchis juste à quel point je vous aime toutes les 3. »« Nous aussi, on t'aime, papa, » dit Sophie depuis son lit de l'autre côté de la pièce. « Pour toujours et à jamais ?» demanda Robert, reprenant leur rituel du soir. « Pour toujours et à jamais » répondirent les 3 filles en chœur. Plus tard, alors que Robert retournait dans son bureau où Marcus l'attendait, son esprit était clair. Il ferait tout ce qu'il fallait pour protéger ses filles, même si cela signifiait tester le vrai caractère de la femme qu'il avait épousée. Ce qu'il ignorait, c'était à quel point ce test allait être révélateur. Robert ferma la porte de son bureau et se tourna vers Marcus, la détermination remplaçant le choc et la blessure qu'il avait habité depuis plusieurs heures. « Je dois savoir ce que Vanessa ferait si notre situation changeait radicalement, » dit Robert en s'asseyant à son bureau. « Si elle aime vraiment cette famille ou simplement le style de vie. » Marcus se pencha en avant. « À quoi penses-tu ? » Je vais lui dire que nous avons tout perdu. Que mon entreprise est au bord de l'effondrement complet. Robert prit son téléphone et composa un numéro. « Diana, j'ai besoin de toi à la maison tout de suite. C'est urgent. » En 45 minutes, Diana Washington arriva. En tant que chef de la sécurité de l'entreprise de Robert et ancienne policière, sa présence était imposante même en tenue décontractée. À 23h30, quelle est l'urgence ? demanda Diana, les yeux alertes en entrant dans le bureau de Robert. Robert expliqua ce qui l'avait surpris et son plan pour tester le vrai caractère de Vanessa. « Je veux lui dire que nous avons tout perdu, que nous devrons quitter la demeure, licencier le personnel. » Et sa voix flancha. « Placez temporairement les filles ailleurs. Vous voulez voir si elles les abandonnent ?» énonça Diana clairement. « Oui, je dois savoir de quoi elle est capable. » Marcus secoua la tête. « C'est risqué, Robert. Et si elle les abandonne vraiment quelque part ? » C'est là qu'intervient Diana. « Je veux une équipe de surveillance complète. Suivez la voiture de Vanessa. Suivez à distance. Documentez tout. Les filles auront des dispositifs de localisation. Je ne les laisserai courir aucun danger réel. » Diana hocha la tête. « Nous pouvons gérer ça. Mais êtes-vous sûr de vouloir impliquer les filles ? Elles auront peur. » Le visage de Robert montra son combat intérieur. « Je sais que c'est la partie la plus difficile, mais si Vanessa prévoit de me convaincre de les envoyer ailleurs de toute façon, n'est-il pas préférable qu'elles affrontent une journée difficile maintenant plutôt que d'être lentement chassées de leur maison par quelqu'un qui les déteste ? » Ils passèrent les 2 heures suivantes à planifier chaque détail. Diana rassemblerait son équipe dès le matin. Marcus s'occuperait de l'aspect commercial, rendant l'histoire de l'effondrement financier crédible. Je lui parlerai d'une faille de sécurité catastrophique. Nos systèmes ont été compromis, nos actifs gelés, et nous faisons face à la banqueroute. Avant de partir, Diana demanda « Quelle adresse donnerez-vous à Vanessa pour déposer les filles ?» « Le centre communautaire d'Oak Drive. Votre équipe y attendra. » « Et si elle n'y va pas ? » « C'est ce que je dois savoir, » dit Robert doucement. Après le départ de Marcus et Diana, Robert se rendit dans la chambre de chaque fille. Il plaça soigneusement de petits dispositifs de localisation dans leurs animaux en peluche préférés et dans les sacs à dos qu'il demanderait à Vanessa de leur préparer. Tout en travaillant, il refoula ses larmes, priant pour qu'il fasse la bonne chose. Le matin arriva trop vite. Robert avait à peine dormi, répétant ce qu'il allait dire. Au petit déjeuner, il afficha délibérément un air distrait et inquiet. « Papa, tu as renversé ton café, » fit remarquer Emma. « Désolé, je pensais juste au travail, » marmonna Robert en nettoyant le dégât. Vanessa entra, parfaitement habillée comme toujours. « Robert,
n'oublie pas que nous dînons avec les Morgan Stern ce soir. En fait, j'ai besoin de te parler dans mon bureau après le petit déjeuner. Quelque chose est arrivé. 1 heure plus tard, après avoir aidé les filles à commencer leur leçon du matin avec Madame Winters, Robert conduisit Vanessa à son bureau. Diana avait confirmé que son équipe était en place. « Que se passe-t-il » demanda Vanessa, notant l'expression sérieuse de Robert. Robert prit une profonde inspiration. Il y a eu une faille de sécurité catastrophique dans l'entreprise. Tous nos systèmes ont été compromis la nuit dernière. Nos actifs sont gelés. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? La voix de Vanessa était tranchante. Cela signifie que nous faisons face à la banqueroute. Nous devons licencier le personnel immédiatement. La banque saisira la demeure dans quelques jours. La parfaite contenance de Vanessa se fissura. C'est impossible. Tu vaux des milliards. Plus maintenant. L'attaque a ciblé tout. Nous devons déménager dans un petit appartement que je possède en ville jusqu'à ce que cela soit réglé. Robert fit une pause, l'observant attentivement. Et les filles, nous devons les placer temporairement à l'établissement d'État de Pingrove. Un établissement d'État ? Pour combien de temps ? Je ne sais pas, des semaines, peut-être des mois. Robert lui tendit un morceau de papier. Voici l'adresse. J'ai besoin que tu les y emmènes aujourd'hui pendant que je rencontre les avocats. Vanessa regarda le papier, puis Robert. Il pouvait voir les calculs derrière ses yeux. Tu veux que je leur dise ? Demanda-t-elle. On leur dira ensemble. Que nous avons tout perdu et que nous devons faire des arrangements temporaires. La transformation chez Vanessa fut immédiate. Son sourire parfaitement entretenu disparut, remplacé par une colère à peine voilée. « Je vais faire leurs valises », dit-elle platement. Robert la suivit dans les chambres des filles, la regardant sortir brutalement de petites valises de leur placard. Elle ne prit que les vêtements les plus basiques, ignorant les objets de réconfort que chaque fille chérissait. « Elles auront besoin de leurs médicaments », lui rappela Robert, l'attestant délibérément pour voir à quel point elle avait prêté attention à leurs soins. « C'est vrai. Où sont-ils rangés ? » Dans l'armoire de la cuisine, étiquetée pour chaque fille. Robert se sentit malade. Elle vivait avec elle depuis 6 mois et ne savait même pas où étaient rangés leurs médicaments essentiels. Quand ils le dirent aux filles, leur confusion et leur peur brisèrent le cœur de Robert. « Mais pourquoi on ne peut pas rester ensemble ?» demanda Sophie, les larmes aux yeux. « Ce n'est que temporaire », les assura Robert en s'agenouillant à côté de leur fauteuil roulant. « Je promets de venir vous chercher dès que je pourrai. »« Je veux t'appeler », dit Emma en tendant la main vers son téléphone spécialisé. Vanessa le lui prit rapidement. « Nous devons économiser la batterie. Tu appelleras ton père quand tu seras installé. » Alors que Vanessa chargeait les fauteuils roulants dans son SUV de luxe, Robert remarqua à quel point elle les manipulait sans ménagement, coinçant presque les doigts de Lily au passage. « Je viendrai dès que j'aurai fini avec les avocats, » dit Robert aux filles en embrassant chacune d'elles pour lui dire au revoir. « Je vous aime. Souvenez-vous-en. »« Pour toujours et à jamais, » chuchota Lily, la voix tremblante. « Pour toujours et à jamais, » répondit Robert, la voix brisée. Alors que Vanessa s'éloignait avec ses filles, Robert se précipita vers sa voiture de location garée plus bas dans la rue. La voix de Diana résonna dans son écouteur. « Nous suivons, patron. L'équipe est en position. » Robert démarra le moteur, les mains tremblantes. Il s'apprêtait à démarrer quand il vit Madame Winters courir vers sa voiture. « Monsieur Williams » appela-t-elle, le visage rouge. « Que se passe-t-il » Les filles pleuraient quand elles sont parties. Robert expliqua rapidement son plan. Le choc initial de Madame Winters fit place à la compréhension. « Vous soupçonniez depuis des semaines que quelque chose n'allait pas avec elle, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Oui, Marcus aussi. »« Que puis-je faire pour aider ?»« Appelez Marcus. Dites-lui que c'est en marche. Puis retournez à la maison et préparez les plats et les objets de réconfort préférés des filles. Elles en auront besoin à leur retour. » Alors que Madame Winters s'éloignait en hâte, Robert suivit le signal de localisation des sacs à dos de ses filles. À son alarme, Vanessa ne se dirigeait pas vers le centre communautaire d'Oakidge. « Diana,
Elle va vers l'ouest au lieu du nord, dit Robert dans son écouteur. Confirmé. Nous suivons toujours. Pas besoin de s'inquiéter pour l'instant. Elle prend peut-être un itinéraire alternatif. Mais alors que Vanessa continuait à conduire dans la mauvaise direction, Robert sentit un frisson. Dans l'urgence de la planification, il n'avait jamais vraiment cru qu'elle dévierait de ses instructions. Maintenant, il réalisait qu'il avait peut-être sous-estimé à quel point Vanessa était réellement froide. Elle se dirige vers Bridgeport, rapporta Diana. C'est un quartier défavorisé. Robert serra le volant plus fort. Que planifiait Vanessa? Quoi qu'il en soit, il comprenait maintenant avec une clarté terrible que ses filles étaient entre les mains de quelqu'un qui les considérait comme de simples fardeaux à jeter. Gardez le contact visuel, ordonna Robert à l'équipe de Diana. Je suis juste derrière vous. Le SUV tourna dans une rue bordée de commerces fermés et de terrains vagues. Robert retint son souffle lorsque Vanessa s'arrêta finalement à côté d'une épicerie fermée. Depuis sa position à une demi-douzaine de mètres, il pouvait la voir descendre de la voiture. Ce qui allait se passer ensuite révélerait exactement qui était vraiment Vanessa Carter Williams. Robert regarda depuis sa voiture alors que Vanessa ouvrait la portière arrière de son SUV. À l'intérieur, les triplés semblaient confus et effrayés. « Pourquoi on s'arrête ici ?» demanda Sophie en regardant autour d'elle la rue déserte avec ses magasins fermés et ses réverbères cassés. « Ce n'est pas un établissement. » La voix de Vanessa était froide. Il y a eu un changement de plan. Elle tira brutalement le premier fauteuil roulant de l'arrière du SUV et le déplia sur le trottoir fissuré. Puis elle attrapa Emma sous les bras et la plaça dedans sans douceur. « Tu me fais mal, » dit Emma doucement. Vanessa l'ignora et retourna chercher le fauteuil de Lily. Une par une, elle plaça les trois filles sur le trottoir à côté d'une épicerie aux planches clouées. La rue était presque déserte, avec seulement quelques personnes marchant au loin. « Où sommes-nous » chuchota Lily, la voix tremblante. Vanessa jeta leur petit sac à dos sur le sol à côté d'elle. « Votre père est fauché maintenant, » dit-elle, son beau visage déformé par la colère. « Il ne peut plus s'occuper de vous et moi non plus. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Mais papa a dit qu'il viendrait nous chercher à l'établissement. »« Il n'y a pas d'établissement, » cracha Vanessa. C'était un mensonge. Emma tendit la main vers celle de ses sœurs. « S'il te plaît, ne nous laisse pas ici. On a peur. Vous n'êtes plus mon problème. » Vanessa remonta dans son SUV. « Quelqu'un vous trouvera éventuellement. » Avant que les filles, sous le choc, ne puissent répondre, Vanessa claqua la portière et démarra le moteur. Le SUV s'éloigna rapidement, laissant les trois filles de 8 ans seules dans la rue déserte. De sa position plus bas dans la rue, Robert serra le volant si fort que ses jointures blanchirent. Il regarda, les larmes aux yeux, Vanessa s'éloigner sans un regard en arrière. La voix de Diana résonna dans son écouteur. « Nous avons tout filmé, monsieur. Voulez-vous que nous l'interceptions ?» « Non, » dit Robert, la voix étranglée par la rage et la douleur. « Laissez-la partir. Continuez à la suivre. Je dois documenter complètement cet abandon. » Sur le trottoir, les triplés se blottirent, leurs fauteuils roulants formant un petit cercle. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Emma, essayant d'être pratique, même si des larmes coulaient sur son visage. Lily ne répondit pas du tout. Son visage était devenu vide, et elle se recroquevilla sur elle-même, se retirant dans le silence. Ses sœurs reconnurent le signe. Lily se renfermait toujours quand elle avait le plus peur. Sophie, toujours la plus franche, essaya d'interpeller une femme qui marchait de l'autre côté de la rue. « Excusez-moi, nous avons besoin d'aide. » La femme les regarda, puis s'éloigna plus vite. « Elle pense que nous sommes sans abri, » dit Emma doucement. « Vérifiez vos sacs à dos. Peut-être que papa y a mis un téléphone. » Les filles fouillèrent dans les petits sacs que Vanessa avait préparés. Il y avait quelques vêtements, mais rien d'utile. Pas de téléphone, pas d'argent, pas de mots de leur père. « Papa ne nous enverrait pas loin, » insista Sophie, la voix brisée. « Il a promis pour toujours et à jamais. » Dans sa voiture, Robert regarda à travers l'objectif de son appareil photo, documentant tout. L'équipe de Diana était dans des véhicules banalisés à proximité,
prête à intervenir si quelqu'un approchait les filles. Robert avait prévu de laisser la situation durer 30 minutes, assez longtemps pour documenter complètement l'abandon de Vanessa, mais pas assez pour mettre vraiment les filles en danger. Mais après avoir observé ces filles pendant seulement 15 minutes, voyant le complet effondrement de Lily, les tentatives désespérées d'Emma pour trouver une solution, et les efforts infructueux de Sophie pour obtenir de l'aide des passants, il ne put attendre plus longtemps. « J'interviens », dit-il à Diana. « Continuez à suivre Vanessa. » Robert conduisit sa voiture de location jusqu'au trottoir où les filles attendaient. Quand elles le virent, leurs réactions lui brisèrent le cœur une fois de plus. Sophie cria « Papa !» tandis qu'Emma éclatait en sanglots. Lily ne réagit pas du tout, toujours recroquevillée sur elle-même, le regard vide. Il sauta de la voiture et courut vers elle, les serrant toutes les trois dans ses bras du mieux qu'il put. « Je suis là. Vous êtes en sécurité », répéta-t-il encore et encore. « Je suis tellement désolé. Je suis là maintenant. » « Elle nous a laissés », sanglota Sophie. « Vanessa nous a juste laissés ici. »« Je sais », dit Robert en lui caressant les cheveux. « J'ai tout vu. » Emma se recula, son esprit analytique fonctionnant malgré ses larmes. « Tu as vu ? Tu nous surveillais. » Robert hocha la tête, s'agenouillant devant leur fauteuil. « Je devais savoir ce qu'elle ferait vraiment si elle pensait que nous avions perdu notre argent. Je devais voir son vrai caractère. »« C'était un test ? » demanda Emma. « Oui. Je l'ai entendu au téléphone dire des choses terribles sur vous. Je devais connaître la vérité avant de pouvoir vous protéger d'elle. » Sophie était en colère maintenant. « Tu nous as laissé avoir peur. Tu l'as laissé nous emmener. »« Je sais, ma chérie, et je suis tellement désolée. Je surveillais tout le temps. Il y avait des agents de sécurité tout autour de vous. Vous n'étiez jamais vraiment en danger. » Robert regarda Lily, qui n'avait toujours pas parlé ni reconnu sa présence. « Lily, tu m'entends ?» Lily ne répondit pas. Ses yeux restaient vides, son corps recroquevillé vers l'intérieur. « Elle est partie à l'intérieur, » expliqua Emma. « Comme après l'accident. » Robert souleva doucement Lily de son fauteuil roulant et la serra contre lui. « Rentrons à la maison. On en reparlera là-bas. » Il chargea soigneusement les filles et leur fauteuil roulant dans sa voiture. Diana s'approcha depuis sa position de surveillance. « Nous suivons toujours Vanessa, » dit-elle. « Elle retourne à la demeure. »« Laissez-la, » répondit Robert. « Je m'occuperai d'elle quand nous serons rentrés. » Pendant le trajet du retour, Sophie et Emma étaient assises tranquillement sur la banquette arrière. Lily restait silencieuse dans son fauteuil roulant, fixant le vide. Robert appela Marcus à l'avance. « Nous rentrons à la maison, » dit-il. « Le test a fonctionné, mais les résultats étaient pires que ce que j'imaginais. Est-ce que Madame Winters est là ? » « Oui, » répondit Marcus. « Elle a tout préparé. Comment vont les filles ? » « Traumatisées. Lily s'est complètement renfermée. » À la demeure, Madame Winters et Marcus attendaient à l'entrée. Madame Winters poussa un cri en voyant l'état de Lily. « Oh, la pauvre chérie, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Faites-les entrer rapidement. » La tutrice âgée avait préparé les plats préférés des filles et avait aménagé un espace cosy dans la salle familiale avec des couvertures douces et leurs livres et jouets bien-aimés. Alors que Robert poussait les filles à l'intérieur, Madame Winters s'agenouilla devant elle. « Mes braves filles, » dit-elle doucement. « J'ai fait votre chocolat chaud préféré avec des guimauves en plus. »« Vous saviez, vous aussi ?» demanda Sophie avec accusation. Madame Winters secoua la tête. « Pas avant votre départ. Votre père devait connaître la vérité sur Vanessa. » Emma regarda Robert. « Est-ce qu'elle revient ici ? » « Oui, » dit Robert. « Mais pas pour longtemps. Elle pense que je ne sais pas ce qu'elle a fait. » Marcus s'avança. « Diana vient d'appeler. Vanessa arrive dans 10 minutes. » Robert s'agenouilla devant ses filles. « J'ai besoin que vous montiez à l'étage avec Madame Winters pendant que je parle à Vanessa. Vous pouvez faire ça pour moi. » Sophie et Emma hochèrent la tête à contre-cœur. Lily n'avait toujours pas parlé. « Est-ce que tu vas la faire partir pour toujours ? » demanda Sophie. « Oui, » promit Robert. «
Elle ne vous fera plus jamais de mal. Madame Winters poussa doucement les filles vers l'ascenseur. Allons prendre notre chocolat chaud dans la chambre d'Emma. Nous pouvons construire un fort avec des couvertures. Quand elles furent parties, Robert se tourna vers Marcus. Je veux que la vidéo de surveillance soit prête à lui montrer. Et je veux que Diana soit là quand je l'affronterai. Elle arrive, confirma Marcus. Que penses-tu que Vanessa va dire? Elle va mentir. Elle va prétendre qu'elle les a emmenés à Pingrove comme demandé. La voix de Robert se durcit. Mais j'ai une preuve vidéo de ce qui s'est réellement passé. Ils entendirent le bruit d'une voiture dans l'allée. Par la fenêtre, ils virent le SUV de Vanessa. Elle en descendit, l'air complètement impassible, vérifiant son maquillage dans son poudrier avant de se diriger vers la maison. Elle a abandonné mes filles à un coin de rue, dit Robert en la regardant approcher. Elle a laissé 3 filles handicapées de 8 ans seules pour se débrouiller toutes seules. Et maintenant, elle vérifie son rouge à lèvres. Diana entra par une porte latérale, faisant un signe de tête à Robert. Nous avons tout documenté, monsieur. La porte d'entrée s'ouvrit et Vanessa entra. Elle s'arrêta net en voyant les 3 d'elles debout dans le vestibule. Robert, je pensais que tu rencontrais des avocats. Sa voix avait juste la bonne dose d'inquiétude, mais ses yeux cherchaient des échappatoires. Où sont mes filles, Vanessa? Demanda Robert calmement. Le visage de Vanessa arbora un masque parfait de compassion. À Pingrove, bien sûr. C'était si difficile de les laisser, mais elles ont compris que c'était temporaire. Robert sortit son téléphone. En es-tu sûr? La couleur quitta le visage parfait de Vanessa alors que Robert lui tendait son téléphone et appuyait sur lecture. La vidéo claire la montrait abandonnant les triplés dans la rue, ses paroles froides parfaitement audibles. Vous n'êtes plus mon problème. Le visage de Vanessa se tordit de rage alors qu'elle regardait la vidéo, son masque de compassion disparut complètement. Tu m'as piégé, siffla-t-elle, sa voix à peine un murmure. Robert rangea son téléphone calmement. Non, Vanessa, je t'ai donné une chance de prouver qui tu es vraiment. Tu as menti à propos de tout perdre. Oui, admit Robert. Et tu m'as montré exactement ce que tu ferais si nous perdions notre argent. Tu as abandonné 3 enfants handicapés à un coin de rue. Diana s'avança, sa posture professionnelle mais menaçante. Madame Williams, j'ai la documentation vidéo complète de vos actions aujourd'hui, y compris l'audio de vous déclarant que les enfants n'étaient plus votre problème. Les yeux de Vanessa allèrent de l'un à l'autre, calculant. C'était un moment de stress. Tu m'as manipulé dans une situation terrible. Un moment de stress. La voix de Robert s'éleva légèrement. La plupart des gens sous stress n'abandonnent pas les enfants au danger. Ils les protègent. Marcus tendit un dossier à Robert. Les papiers du divorce sont prêts. Nous les avons déposés cet après-midi avec les preuves de mise en danger d'enfants. Divorce. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent. Tu ne peux pas faire ça. Mon entreprise est plus solide que jamais, dit Robert. Il n'y a pas eu de faille de sécurité, pas de banqueroute, juste un test de caractère que tu as échoué de la pire des manières. Vanessa se rua vers Robert, mais Diana se plaça entre eux. Madame Williams, je dois vous demander de venir avec moi maintenant. Vous pourrez récupérer vos effets personnels sous surveillance. Ensuite, vous serez escortés hors de la propriété. C'est ma maison, hurla Vanessa. Plus maintenant, dit Robert. L'accord prénuptial est très clair concernant la mise en danger d'enfants. Le beau visage de Vanessa se tordit de haine. Ces morveux estropiés. C'est à cause d'elle. Ça n'a toujours été qu'à cause d'elle. Oui, approuva Robert. Ça n'a toujours été qu'à cause d'elle. Mes filles, les 3 filles incroyables que tu considérais comme un fardeau. Diana prit fermement le bras de Vanessa. Allons-y. Votre sœur a été appelée pour vous récupérer à la grille. Alors que Diana emmenait Vanessa qui se débattait vers les escaliers, l'ancienne mannequin cria à Robert. Tu le regretteras. Personne ne me rejette. Je te détruirai. Robert se tourna vers Marcus quand Vanessa fut hors de portée de voix. Fais changer les serrures immédiatement.
Met à jour tous les protocoles de sécurité. Déjà en cours, l'assura Marcus. Comment vont les filles? Traumatisée. Lily s'est complètement renfermée. Dois-je appeler le docteur Morgan? Elle est spécialisée dans les traumatismes de l'enfance. Robert hocha la tête. Oui. Demande-lui si elle peut venir ce soir. Je ne veux pas attendre. À l'étage, Robert trouva Madame Winters assise devant la porte de la chambre d'Emma. Elles se sont enfin endormies, chuchota-t-elle, toutes les trois ensemble dans le lit d'Emma. Elles ont refusé d'être séparées. Comment va Lily? Elle ne parle toujours pas. Elle a répondu au toucher et a fait oui ou non de la tête, mais pas de mots. Robert regarda par la porte entr'ouverte ses filles. Elles étaient blotties ensemble dans le grand lit d'Emma, leur fauteuil roulant aligné à côté. Même endormies, elles se tenaient la main. « J'ai fait en sorte que vous puissiez rester dans la suite d'invités ce soir, » dit Robert à Madame Winters. « Si vous le voulez bien. » Bien sûr. Ces filles ont besoin de stabilité en ce moment. Merci. Robert lui serra la main avec gratitude. Le docteur Morgan vient pour les aider à surmonter ce traumatisme. 2 heures plus tard, le docteur Rachel Morgan arriva. C'était une femme calme d'une 40aine d'années avec des yeux bienveillants et une voix douce. « J'ai examiné la situation, Monsieur Williams, » dit-elle alors qu'il parlait dans son bureau. L'abandon d'enfants crée des blessures psychologiques profondes, surtout pour des enfants qui ont déjà connu la perte. Leurs parents sont morts il y a 3 ans, expliqua Robert. Dans le même accident qui les a rendus paraplégiques. Le docteur Morgan hocha la tête. Les traumatismes multiples se cumulent. Le mutisme sélectif de Lily est une réponse protectrice. Elle s'est retirée dans un endroit où elle se sent en sécurité. Comment puis-je les aider? Soyez présents. Soyez constants. Gardez leur routine aussi normale que possible. Le docteur Morgan posa un dossier sur son bureau. J'ai établi un calendrier de thérapie. Je recommande des séances quotidiennes au début. Un léger cri venant de l'étage les interrompit. Robert fut immédiatement debout. Emma fait des cauchemars, expliqua-t-il en se précipitant vers les escaliers. Dans la chambre d'Emma, Robert trouva les 3 filles réveillées. Emma tremblait, le visage mouillé de larmes. Sophie essayait de la réconforter. Lily était assise en silence, les yeux écarquillés par la peur. « Papa » pleura Emma en le voyant. « J'ai rêvé que Vanessa revenait et nous emmenait. » Robert s'assit au bord du lit et prit Emma dans ses bras. « Cela n'arrivera jamais. Vanessa est partie pour toujours. »« Promis ?» demanda Sophie, sa voix habituellement confiante devenue petite. « Je promets. Personne ne vous éloignera jamais de moi. » Le docteur Morgan apparut dans l'encadrement de la porte. Robert lui fit signe d'entrer. « Les filles, voici le docteur Morgan. Elle est là pour nous aider à parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. »« Encore un docteur ?» demanda Sophie avec méfiance. « Pas un médecin médical, » expliqua le docteur Morgan en s'asseyant sur une chaise près du lit. « J'aide les gens avec leurs sentiments quand des choses effrayantes arrivent. »« Comme être laissé dans une rue ?» demanda Emma. « Oui, comme ça. »« Lily ne parle pas, » dit Sophie. « Elle s'est arrêtée après que Vanessa nous ait laissés. » Le docteur Morgan sourit doucement à Lily. « Ce n'est pas grave. Lily parlera quand elle se sentira prête. Il y a d'autres façons de partager ses sentiments. » Pendant l'heure suivante, le docteur Morgan mena une séance douce. Elle apporta des cartes spéciales avec des images d'émotions que les filles pouvaient montrer du doigt. Elle leur demanda de dessiner leur expérience. Emma dessina 3 petites figures en fauteuil roulant entourées d'obscurité. Sophie dessina un monstre s'éloignant en voiture. Lily ne dessina rien, mais elle serra fermement les mains de ses sœurs. Après le départ du docteur Morgan, qui prévoyait de revenir le lendemain matin, Robert aida les filles à se remettre à l'aise. « On peut dormir dans ta chambre ?» demanda Sophie. « Bien sûr » accepta Robert immédiatement. Il porta chaque fille une par une dans sa grande chambre, puis apporta leur fauteuil roulant. Il fallut du temps pour les installer avec leurs médicaments et leurs objets de réconfort, mais finalement,
toutes les trois étaient dans son lit avec Robert dans un fauteuil à côté d'elle. « Papa, » dit Emma doucement alors qu'elle s'endormait. « Pourquoi tu l'as épousée ?» Le cœur de Robert se brisa à cette simple question. « Je pensais qu'elle était gentille et aimante. Je me suis trompée, et je suis tellement désolée de l'avoir fait entrer dans notre maison. » « Tu ne savais pas qu'elle était méchante à l'intérieur, » dit Sophie. « Non, mais j'aurais dû voir les signes. »« Comme quoi ?» demanda Emma. « Elle ne voulait jamais assister à vos séances de kiné. Elle planifiait des activités quand vous étiez chez le médecin. Oncle Marcus l'avait remarqué. Mais je ne l'ai pas écoutée. » Les filles furent silencieuses un moment. « On est en sécurité maintenant ?» demanda finalement Sophie. « Oui. Diana a une équipe de sécurité qui surveille la maison. Vanessa ne peut pas revenir. » Finalement, les filles s'endormirent, mais Robert resta éveillé, veillant sur elle. Vers minuit, son téléphone vibra avec un SMS de Marcus. « Allume ton ordinateur maintenant. » Robert se déplaça soigneusement jusqu'à son bureau de l'autre côté de la pièce et ouvrit son ordinateur portable. Marcus avait envoyé un lien vers un site de tabloïd. Le titre glaça le sang de Robert. Un milliardaire de la tech organise un test cruel pour se débarrasser de sa femme trophée. En dessous, il y avait une photo de Vanessa, l'air en larmes et vulnérable, à côté d'une photo de Robert et des filles lors d'un événement caritatif le mois dernier. Robert parcourut rapidement l'article. Vanessa prétendait avoir été maltraitée émotionnellement et manipulée. Elle disait que Robert avait orchestré un scénario élaboré pour la piéger et la faire passer pour une mauvaise personne afin de divorcer sans lui verser de pension. Elle est allée voir les médias avec sa version. Diana envoya un texto. Plusieurs médias. Nous devons répondre. Robert regarda à nouveau ses filles endormies. La bataille qu'il pensait terminée venait de commencer, et maintenant elle se jouerait en public. Il n'avait pas anticipé que Vanessa retournerait la situation si rapidement. Il avait des preuves de son abandon, mais elle avait le pouvoir d'une histoire qui suscitait la sympathie. Une belle jeune femme rejetée par un milliardaire contrôlant. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était une notification par email de son avocat. Dénonciation anonyme au service de protection de l'enfance. Ils ont ouvert une enquête sur votre parentalité. Un agent vous contactera demain. Robert sentit un frisson le parcourir. Vanessa ne se battait pas seulement pour l'argent. Elle s'attaquait à ce qui comptait le plus pour lui, ses filles. Les 3 filles qu'il avait promises de protéger se trouvaient maintenant au centre d'une tempête qu'il avait involontairement créée. Alors qu'Emma gémissait dans son sommeil, tendant la main vers ses sœurs, Robert fit un vœu silencieux. Il se battrait de toutes ses forces pour les protéger. Peu importe ce que Vanessa leur enverrait ensuite, la lumière du matin entra à flot par les fenêtres de la chambre alors que Robert se réveillait dans le fauteuil à côté de son lit. Les 3 filles dormaient encore, leur visage paisible pour la première fois depuis le traumatisme de la veille. Son téléphone vibra silencieusement. C'était Marcus. « Allume la télé », dit Marcus quand Robert répondit. « Chaîne 7. » Robert se déplaça soigneusement vers la télévision dans sa chambre et l'alluma avec le volume bas. Une présentatrice d'une émission matinale parlait avec une inquiétude sérieuse sur son visage. Le milliardaire Robert Williams aurait organisé une supercherie élaborée, convainquant sa femme que leur fortune avait disparu afin de créer des motifs de divorce. Nous recevons Gloria Reynolds, porte-parole de Vanessa Carter Williams. La caméra se tourna vers une femme sophistiquée d'une 50aine d'années. « Ma cliente est dévastée. Monsieur. » Williams l'a manipulée et a placé ses enfants adoptifs dans une situation dangereuse juste pour la piéger. C'était un abus émotionnel calculé. Robert éteignit la télé alors qu'Emma bougeait dans le lit. « Papa » appela-t-elle en dormant. « Je suis là, ma chérie » dit Robert en revenant à son côté. « Est-ce qu'on va à l'école aujourd'hui » Robert hésita. « Pas aujourd'hui. Madame Winters vous enseignera ici à la maison. » À 9 heures, les 3 filles étaient habillées et dans leur fauteuil roulant. Lily restait silencieuse, communiquant seulement par des hochements de tête. Le docteur Morgan arriva pour leur séance de thérapie matinale pendant que Robert rencontrait son équipe juridique dans son bureau. « L'histoire est dans tous les grands médias », expliqua James Whitman, son avocat.
Vanessa a engagé Gloria Reynolds comme porte-parole. Reynolds est spécialisée dans l'assassinat de caractère lors de divorces très médiatisés. Nous avons une preuve vidéo de son abandon. Oui, mais elle prétend que vous l'avez manipulée et coercée, que vous utilisez votre richesse et votre pouvoir contre elle. James tendit un document à Robert. Les services de protection de l'enfance seront ici à 11 heures. Sitôt. Les dénonciations anonymes concernant des milliardaires obtiennent des réponses rapides, dit James sombrement. Diana entra dans le bureau. Les images de sécurité montrent 2 camionnettes de nouvelles stationnées à la grille. Plusieurs journalistes ont tenté d'entrer dans la propriété mais ont été repoussés. Précisément à 11 heures, Karen Daniels des services de protection de l'enfance arriva. C'était une femme sérieuse d'une 40aine d'années avec un clipboard et une attitude sans non-sens. Monsieur Williams, je dois vous parler, puis avec chaque enfant séparément, dit-elle après les présentations. Mes filles sont traumatisées, expliqua Robert. L'une d'elles ne parle pas du tout. Elles sont avec leur thérapeute en ce moment. Je comprends, mais je dois mener mon enquête. Nous avons reçu un rapport disant que vous avez utilisé vos enfants comme des pions dans un conflit conjugal, les mettant en danger. Ce n'est pas ce qui s'est passé, dit Robert fermement. Alors dites-moi ce qui s'est passé. Pendant l'heure suivante, Robert expliqua tout, depuis la conversation téléphonique surprise de Vanessa jusqu'au test et ses conséquences. Karen prit des notes détaillées. Je dois voir la preuve vidéo, dit-elle quand il eut terminé. Après avoir visionné la séquence de Vanessa abandonnant les filles, l'expression de Karen resta professionnelle mais s'adoucit légèrement. Maintenant, je dois parler avec chaque enfant, dit-elle. Robert la conduisit à la véranda où les filles avaient terminé leur séance de thérapie. Le docteur. Morgan le tira à part. « Et qui est-ce » demanda-t-elle doucement. Quelqu'un a fait une dénonciation anonyme. Les yeux du docteur Morgan s'écarquillèrent. Les filles sont extrêmement fragiles en ce moment. Emma a fait une crise de panique rien qu'en parlant d'hier. Lily ne parle toujours pas. Je sais, mais nous devons coopérer. Robert présenta Karen aux filles, expliquant qu'elle devait leur poser des questions. Il resta pendant qu'elle interviewait Sophie en premier. « Est-ce que ton père t'a dit pourquoi il a laissé Vanessa t'emmener hier ?» demanda Karen. Sophie se redressa dans son fauteuil roulant. Il devait savoir si elle était vraiment méchante ou si elle faisait juste semblant d'être gentille. « As-tu eu peur ?»« Oui. Elle nous a laissés toutes seules dans une rue. Mais papa surveillait. Il est venu nous chercher. Est-ce que ton père vous a déjà fait du mal, à toi ou à Vanessa ?» Sophie sembla choquée. Non, papa ne fait jamais de mal à personne. C'est la personne la plus gentille du monde. L'interview d'Emma fut plus difficile. Elle commença à respirer rapidement quand on lui parla d'avoir été laissée dans la rue. Je ne pouvais pas protéger mes sœurs, halta-t-elle. Les gens passaient et nous ignoraient. Le docteur. Morgan dut intervenir quand Emma devint trop bouleversée. L'interview de Lily fut la plus courte. Elle regarda Karen sans parler, serrant son lapin en peluche. Lily n'a pas parlé depuis l'incident, expliqua Robert. Le docteur Morgan travaille avec elle. Après les interviews, Karen parla en privé avec Robert. Je dois poursuivre mon enquête. Dit-elle, dans des cas comme celui-ci, nous recommandons parfois une évaluation formelle de la garde. Vous pensez que je suis un père inapte. Robert ne put cacher son choc. Je n'ai pas dit cela, mais vous avez admis avoir créé une situation qui a terrifié vos enfants gravement. Pour les protéger de quelqu'un qui voulait les envoyer loin. L'expression de Karen resta neutre. Je resterai en contact, Monsieur Williams. Après son départ, Robert reçut un autre appel inquiétant de Diana. L'école a appelé. Plusieurs journalistes étaient là pour poser des questions sur les filles. La directrice est inquiète. Nous les garderons à la maison pour l'instant, décida Robert. Cet après-midi-là, Marcus arriva avec d'autres nouvelles. Vanessa a engagé Blake Thompson comme avocat pour le divorce. Il est spécialisé dans l'obtention de gros règlements auprès d'hommes riches. J'ai un accord prénuptial solide, dit Robert.
Thomson est connu pour trouver des failles et la campagne publicitaire fonctionne déjà. Marcus montra sa tablette à Robert. Regarde ses commentaires en ligne. Robert parcourut des commentaires le traitant de monstre contrôlant et de milliardaire abusif. D'autres suggéraient qu'il avait utilisé son argent pour acheter ses filles et qu'il rejetait maintenant sa femme. Les gens la croient, dit Robert, incrédule. Certains oui, d'autres vous soutiennent. Marcus fit défiler vers d'autres commentaires, défendant Robert en tant que père dévoué. Un cri venant de l'extérieur les interrompit. Robert courut à la fenêtre et vit un photographe escaladant le mur du jardin. Sophie et Emma étaient dehors avec Madame Winters pour leur bain de soleil de l'après-midi. Le photographe prenait des photos rapidement. Robert se précipita dehors alors que les gardes de sécurité couraient vers l'intrus. Le photographe vit Robert et cria « Est-ce vrai que vous perdez la garde, Williams? Avez-vous mis vos enfants en danger pour vous débarrasser de votre femme ?» Lily, qui était assise tranquillement dans son fauteuil roulant, sursauta au cri. Elle essaya de s'éloigner rapidement en fauteuil, coinça sa roue sur une brique de jardin et bascula sur le côté, tombant de son fauteuil. « Lily !» cria Robert en courant vers elle. Il la ramassa alors qu'elle commençait à pleurer silencieusement, des larmes coulant sur son visage. La sécurité attrapa le photographe qui continua à prendre des photos. Photo parfaite. La fille handicapée du milliardaire tombe pendant qu'il rage contre la presse. Le lendemain matin, cette photo exacte était en première page de plusieurs tabloïds avec des titres différents. Père protecteur abrite sa fille blessée des paparazzis intrusifs. Milliardaire instable perd le contrôle alors que la bataille pour la garde se profile. Le docteur Morgan arriva tôt, inquiète de l'incident. Les filles doivent être protégées de ce cirque médiatique, dit-elle. Elle montre des signes croissants de traumatisme. J'essaie, dit Robert, la voix tendue, mais Vanessa est déterminée à nous détruire. Ce soir-là, après avoir finalement endormi les filles dans sa chambre à nouveau, Robert resta seul dans son bureau. Les murs semblaient se refermer sur lui. Son téléphone sonna. James Whitman. Mauvaise nouvelle. Son avocat dit « Thomson a déposé une requête pour une audience d'urgence concernant la garde. Il prétend que votre test sur Vanessa a montré un mépris téméraire pour la sécurité de vos filles. » Robert se prit la tête dans les mains. Pourrais-je vraiment les perdre à cause de ça? C'est peu probable, mais Thomson est doué pour manipuler l'opinion publique pour faire pression sur les juges. Après avoir raccroché, Robert fixa une photo encadrée sur son bureau. Les triplés le jour où leur adoption avait été finalisée. Leur sourire était si radieux, si confiant. Il avait promis de les protéger, mais maintenant ses actions les avaient placés au centre d'une bataille publique. Son ordinateur émit un bip avec une notification par email. C'était de Vanessa, le premier contact direct depuis son expulsion de la demeure. « Donne-moi ce que je veux et tout s'arrêtera. Combats-moi et tout le monde verra quel genre de père tu es vraiment. Tu as 24 heures pour répondre. » Robert sentit une colère froide remplacer son désespoir. Vanessa pensait qu'elle pouvait le menacer pour qu'il se soumette. Elle ne comprenait pas que quand il s'agissait de ses filles, il ne se rendrait jamais. Robert supprima l'email de Vanessa et prit son téléphone. Plus de cachotterie. Plus de réactions. Il était temps de contre-attaquer. « Marcus, dit-il quand son ami répondit, j'ai besoin de tout le monde ici à 7 heures demain matin. James, Diana, et trouvez-moi le meilleur spécialiste en relations publiques de Boston. » Déjà sur le coup, répondit Marcus. Olivia Martinez. Elle est spécialisée dans la gestion de crise pour les clients très médiatisés. Faites-la venir aussi. Le lendemain matin, l'équipe de crise de Robert se rassembla dans son bureau à domicile pendant que Madame Winters supervisait le petit déjeuner des filles. Olivia Martinez était une femme concentrée d'une trentaine d'années avec des yeux perçants et une tablette pleine de notes. D'abord, nous devons comprendre à quoi nous avons affaire, commença Robert. Vanessa a le public qui la plaint en tant que jeune femme rejetée. Elle a Gloria Reynolds qui raconte des histoires et Blake Thomson qui dépose des motions légales. James Whitman hocha la tête. Thomson a demandé une audience d'urgence pour la garde. Nous avons 3 jours pour nous préparer.
Nous devons changer notre approche, dit Olivia. En ce moment, vous vous cachez, ce qui vous fait paraître coupable. Nous devons contrôler le récit. Comment ? Demanda Robert. Une interview soigneusement sélectionnée avec un journaliste respecté, connu pour son impartialité, pas pour le sensationnalisme. Je recommande Patricia Reynolds de National Morning. Elle est dure, avertit Marcus. Bien, dit Robert. Je veux quelqu'un qui posera les questions difficiles. Cela semblera plus honnête. Diana ouvrit son ordinateur portable. J'ai de nouvelles informations sur Vanessa. Mon équipe a trouvé son historique de recherche sur Internet. Il y a 6 semaines, elle a recherché « moyen le plus rapide de divorcer d'un conjoint riche » et « loi sur l'abandon d'enfants dans le Massachusetts ». Il y a 6 semaines, Robert était choqué. C'était avant même que je ne l'entende au téléphone. Il y a plus, continua Diana. Elle a consulté Blake Thompson 3 fois avant l'incident. Les relevés téléphoniques montrent des appels à son cabinet. Elle prévoyait de partir depuis le début, réalisa Marcus. Olivia prit des notes rapidement. Cela change tout. Elle n'était pas une victime innocente de votre test. Elle avait déjà décidé de partir et recherchait comment obtenir le plus d'argent possible. Nous devons dire quelque chose aux filles, dit Robert. Elles méritent de savoir pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Après la réunion de stratégie, Robert trouva les triplés dans la véranda avec Madame Winters. Lily ne parlait toujours pas, mais elle dessinait à nouveau. Des images sombres de 3 petites figures seules. Les filles, dit Robert en s'asseyant à leur hauteur. Je dois vous parler de pourquoi j'ai laissé Vanessa vous emmener ce jour-là. Emma leva les yeux de son livre. Parce que tu devais savoir si elle était méchante. Oui, je l'ai entendu parler à sa sœur au téléphone. Elle a dit des choses terribles sur vous, que vous étiez un fardeau, et qu'elle voulait vous envoyer dans un internat. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Elle voulait se débarrasser de nous. Oui, mais j'avais besoin de preuves. Je devais savoir ce qu'elle ferait vraiment si elle pensait que nous avions perdu notre argent. Robert prit une profonde inspiration. Je suis tellement désolé de vous avoir fait peur. Je n'ai jamais pensé qu'elle vous laisserait dans cette rue. Je pensais qu'elle se plaindrait ou serait en colère, mais qu'elle vous emmènerait quand même à l'adresse que je lui avais donnée. Tu nous surveillais tout le temps ? Demanda Emma. Oui. L'équipe de sécurité de Diana était là aussi. Vous n'étiez jamais vraiment seule, même si vous en aviez l'impression. Pourquoi elle est à la télé en disant des méchancetés sur toi ? Demanda Sophie. Parce qu'elle est en colère que son plan n'ait pas fonctionné. Elle voulait m'épouser pour mon argent, puis obtenir plus d'argent en divorçant de moi. Lily poussa soudain un dessin vers Robert. Il montrait une figure sombre se tenant au-dessus de 3 petites figures en fauteuil roulant. La figure sombre avait des dents pointues. « C'est comme ça que tu vois Vanessa ?» demanda Robert doucement. Lily hocha la tête, les yeux sérieux. « Elle ne peut plus vous faire de mal, » promit Robert. « Et je vais dire la vérité à tout le monde. » Le lendemain matin, Patricia Reynolds arriva à la demeure avec une petite équipe de tournage. C'était une journaliste respectée d'une 50aine d'années, réputée pour ses interviews difficiles mais justes. « Avant de commencer, Monsieur Williams, je veux comprendre ce que vous espérez accomplir, » dit Patricia alors qu'il s'asseyait dans le salon. « Je veux dire la vérité, » répondit Robert. « J'ai fait une erreur dans la façon dont j'ai testé Vanessa, mais ses actions étaient son propre choix. » Et vos filles ? Feront-elles partie de cela ? Non, elles ont assez vécu. Elles resteront à l'étage avec leur tutrice. L'interview commença par Patricia demandant directement à propos du test. Vous avez créé une supercherie élaborée pour votre femme. Pourquoi ? Robert expliqua, avoir entendu la conversation téléphonique de Vanessa et ses inquiétudes grandissantes concernant son comportement envers les filles. Je devais savoir ce qu'elle ferait vraiment si nos circonstances changeaient, si elle se souciait vraiment de mes filles, ou seulement de notre style de vie. Mais vous avez utilisé vos enfants dans ce test, insista Patricia. Ils ont eu peur. Oui, et c'est mon plus grand regret. Je n'ai jamais imaginé qu'elle les abandonnerait à un coin de rue.
Je pensais qu'au pire, elle se plaindrait ou refuserait de les emmener à l'établissement. Patricia se pencha en avant. Avez-vous des preuves de cet abandon? Oui. Robert fit un signe de tête à Diana, qui fournit à Patricia une tablette montrant la vidéo. Patricia regarda en silence, son expression devenant plus troublée. C'est troublant. Elle a littéralement laissé 3 enfants en fauteuil roulant seuls dans une rue déserte. En leur disant qu'il n'était plus son problème, ajouta Robert doucement. L'interview continua avec des questions sur les affirmations de manipulation de Vanessa. Elle dit que vous l'avez piégée, que tout était conçu pour éviter un règlement de divorce équitable. Ce n'est pas vrai, dit Robert. Et nous avons des preuves qu'elle prévoyait de partir avant tout cela. Diana présenta à Patricia des documents montrant les recherches internet et les relevés téléphoniques de Vanessa. Elle a recherché des stratégies de divorce et des lois sur l'abandon des semaines avant que je ne l'atteste. Expliqua Robert. Elle avait déjà consulté son avocat actuel. Alors que l'interview se terminait, Patricia posa la question qui circulait en ligne. Regrettez-vous vos méthodes pour révéler le vrai caractère de votre femme? Robert regarda directement la caméra. Je regrette la douleur que cela a causée à mes filles. Elles ont déjà connu trop de pertes et de traumatismes dans leur jeune vie, mais je ne regrette pas d'avoir appris la vérité sur quelqu'un qui les considérait comme des fardeaux à jeter. Aucun enfant ne mérite de vivre avec quelqu'un qui leur en veut d'exister. Après le départ de Patricia, qui promit que l'interview serait diffusée le lendemain matin, Robert vérifia les réseaux sociaux. Le hashtag Vanessa l'abandonneuse était déjà tendance après qu'une partie de la vidéo d'abandon ait fuité. Le jour suivant, la famille se réunit pour regarder l'interview de Patricia. Elle était juste mais dévastatrice pour les affirmations de Vanessa. Patricia conclut le segment en disant « J'ai examiné les images non montées de cet abandon. Quelles que soient les circonstances ayant conduit à ce moment, le choix de laisser 3 enfants handicapés seuls dans une rue déserte montre une préméditation claire et un mépris cruel pour leur sécurité. » En quelques heures, l'opinion publique commença à changer. Le hashtag « Je soutiens les filles Williams » devint tendance à l'échelle nationale. Dans l'après-midi, Karen Daniels de la protection de l'enfance appela « Monsieur Williams, j'ai vu les nouvelles preuves. Bien que nous ayons encore des inquiétudes concernant votre jugement en impliquant les enfants, nous nous concentrons maintenant davantage sur les actions de Madame Carter Williams. » Plus tard, James Whitman arriva avec des nouvelles. Thompson a retiré la requête en garde d'urgence, dit-il. Mais ils poursuivent toujours un énorme règlement financier. Sur quelle base? Demanda Robert. Détresse émotionnelle, humiliation publique, diverses allégations de manipulation psychologique. Ils demandent 50 millions de dollars. Robert secoua la tête. Pas question. Ce soir-là, alors qu'ils bordaient les filles dans leur propre lit pour la première fois depuis l'incident, bien que toutes les 3 aient demandé à dormir dans la même chambre, Emma posa une question. « Papa, est-ce que tu as gagné contre Vanessa aujourd'hui? Les gens étaient plus gentils avec Madame Winters à la pharmacie. » Il ne s'agit pas de gagner, ma chérie. Il s'agit de s'assurer que la vérité soit connue. Sophie bâilla. La vérité, c'est qu'elle est méchante et que toi, tu ne le haises pas. Robert sourit. Quelque chose comme ça. Il se tourna vers Lily. Comment te sens-tu ce soir? À sa surprise, Lily chuchota, plus en sécurité. C'était le premier mot qu'elle prononçait depuis des jours. Le téléphone de Robert vibra alors qu'il quittait la chambre des filles. C'était Diana. Monsieur, Vanessa a licencié Gloria Reynolds et Blake Thompson. Elle a engagé quelqu'un de nouveau, Elliot Grave. Qui est-ce? Demanda Robert. L'avocat de divorce le plus agressif du pays. On l'appelle l'avocat de la terre brûlée. Il ne gagne pas juste des affaires, il détruit ses adversaires. Robert fixa son téléphone. Elliot Grave. Que savons-nous de lui? Il est impitoyable, répondit Diana. Il trouve les secrets que les gens veulent cacher et les utilise en justice. Nous n'avons rien à cacher, dit Robert fermement. Dites à James de se préparer à tout ce que Grave nous enverra. Pendant ce temps, je veux tout ce que vous pouvez trouver sur le passé de Vanessa. Le lendemain matin, Diana arriva tôt avec un dossier.
Nous avons découvert quelque chose d'intéressant. Vanessa Carter n'est pas son vrai nom. Quoi? Robert leva les yeux de son café. Elle est née Veronica Cartwright à New Haven, dans le Connecticut. Elle a changé son nom à 18 ans et elle a un casier judiciaire de mineur scellé. Pouvons-nous accéder à ce casier? James y travaille. C'est difficile mais pas impossible. Marcus les rejoignit, l'air fatigué mais déterminé. J'ai contacté des gens de l'époque du mannequinat de Vanessa. Beaucoup n'étaient pas surpris par ce qu'elle a fait aux filles. Qu'ont-ils dit? Demanda Robert. Une ancienne colocataire a dit que Vanessa se vantait de sa stratégie pour les milliardaires. Cibler les hommes riches lors de galas de charité, se présenter comme compatissante et intéressée par leur cause, puis obtenir un règlement qui bat l'accord prénuptial. Le docteur Morgan arriva pour la séance de thérapie matinale des filles. Robert l'a mis au courant des développements juridiques. « Comment vont les filles ?» demanda-t-il après avoir expliqué à propos d'Elliot Grave. « Les progrès sont lents mais constants, dit le docteur. Morgan. Emma commence à exprimer sa colère, ce qui est sain. Lily communique davantage par ses dessins. Sophie canalise son énergie de manière constructive. Des suggestions pour les aider pendant que cette bataille juridique continue. Gardez-les dans leur routine. Protégez-les de l'exposition médiatique. Et surtout, soyez honnête avec elles à un niveau qu'elles peuvent comprendre. » Dans la véranda, les filles attendaient leur séance de thérapie. Emma avait son cahier ouvert. Lily tenait son carnet de croquis. Et Sophie parlait avec animation. « Papa » appela Sophie en le voyant. « J'ai eu une idée. Nous devrions faire des vidéos sur ce que c'est que d'être en fauteuil roulant. Alors les gens nous comprendraient mieux. » Robert sourit. « C'est une idée merveilleuse. Nous pourrions enregistrer vos activités quotidiennes. » Pas pour tout le monde, clarifia Emma rapidement. Juste pour nous, comme un journal. Un journal vidéo privé, approuva le docteur Morgan. Cela pourrait être très guérissant. Lily leva un dessin. Il montrait 3 figures en fauteuil roulant entourées d'obscurité, mais maintenant une grande figure se tenait protectrice à proximité. L'obscurité n'atteignait pas les figures. « C'est moi ?» demanda Robert doucement. Lily hocha la tête, le plus faible des sourires sur son visage. Plus tard dans la matinée, pendant que les filles travaillaient avec le docteur Morgan, Diana appela avec une autre découverte. « Nous avons trouvé des dossiers judiciaires du Connecticut. » À 17 ans, Vanessa, alors Veronica, était impliquée dans une escroquerie pour frauder sa voisine âgée. Le dossier a été scellé parce qu'elle était mineure, mais elle avait convaincu la voisine de changer son testament, nommant Veronica comme bénéficiaire. « A-t-elle réussi ?» demanda Robert. « Non. La famille de la voisine est intervenue. Veronica a reçu des travaux d'intérêt général. Peu après, elle a changé son nom et déménagé à New York pour commencer le mannequinat. » Robert partagea cette information avec James Whitman lorsque l'avocat arriva pour leur session de préparation. « Cela établit un schéma, » dit James en prenant des notes. Grave essaiera de peindre Vanessa comme une victime, mais son histoire suggère un comportement calculé. « À quoi d'autre devons-nous nous attendre de la part de Grave ?» demanda Robert. « Il essaiera de provoquer une réponse émotionnelle de votre part pendant votre déposition. Il veut que vous paraissiez instable ou en colère. » James ajusta ses lunettes. « Nous devons nous entraîner à garder votre sang-froid quand il posera des questions provocatrices. » Pendant les 2 heures suivantes, James joua le rôle d'Elliot Grave, posant des questions de plus en plus hostiles. « Alors, Monsieur Williams, vous utilisez couramment votre richesse pour manipuler les gens, n'est-ce pas? » « Non, » répondit Robert calmement. « J'ai construit mon entreprise pour aider les personnes handicapées à accéder à la technologie. Pourtant, vous avez utilisé vos filles adoptives comme des pions dans un stratagème contre votre femme. N'était-ce pas de la manipulation ? » Robert prit une profonde inspiration avant de répondre. « J'ai créé un scénario pour déterminer si ma femme représentait un danger pour mes enfants. » Sa réponse, abandonner 3 enfants handicapés de 8 ans dans une rue déserte, a confirmé mes inquiétudes. Pendant ce temps,
Marcus rencontrait d'anciens collègues de Vanessa de son époque de mannequinat dans un café du centre-ville de Boston. Il était assis en face de Jessica Turner, qui avait partagé des appartements avec Vanessa à New York. Vanessa ciblait toujours les hommes riches, expliqua Jessica. Elle avait tout un système. Les galas de charité étaient ses terrains de chasse préférés parce que c'est là que les riches essaient d'avoir l'air généreux. A-t-elle déjà discuté de ses opinions sur les enfants ? Demanda Marcus. Jessica hocha la tête. Elle détestait les enfants. Disait qu'ils ruinaient le corps et la vie des femmes. Quand elle a découvert que Robert avait 3 filles handicapées, nous étions tous choqués qu'elle le poursuive. Elle a dit pourquoi. Elle a dit, et je cite, « Ces milliards rendent les morveuses en fauteuil supportable. » J'ai arrêté de lui parler après cette remarque. De retour à la demeure, Diana interviewait le chauffeur qui avait emmené Vanessa chez sa sœur après son expulsion de la propriété. Elle était au téléphone pendant tout le trajet. Expliqua le chauffeur, Michael Perez, criant qu'elle n'avait jamais voulu ces morveux estropiés et qu'elle tenait seulement pour dépasser la période de l'accord prénuptial. « Seriez-vous prêt à témoigner de ce que vous avez entendu ?» demanda Diana. « Absolument. La façon dont elle parlait de ses enfants m'a rendue malade. » Ce soir-là, Robert aida les filles à mettre en place leur projet de journal vidéo dans la salle familiale. « De quoi devrions-nous parler en premier ?» demanda Emma, assise devant la caméra. « Peut-être de ce que nous voulons que les gens sachent sur nous, » suggéra Sophie. Robert commença l'enregistrement et recula. Sophie parla la première, toujours la plus franche. « Salut, je suis Sophie Williams. J'ai 8 ans. J'aime l'espace, la glace au chocolat et les livres de mystère. Je n'aime pas quand les gens parlent à mon papa au lieu de moi quand ils veulent me poser une question. » Emma parla ensuite. « Je suis Emma Williams. J'ai 8 ans aussi. Nous sommes des triplés. J'aime les maths, les ordinateurs et comprendre comment les choses fonctionnent. Je n'aime pas quand les gens ont pitié de moi parce que j'utilise un fauteuil roulant. » Lily hésita, puis s'avança en fauteuil. Dans un murmure, elle dit « Je suis Lily Williams. J'aime dessiner et les animaux. Je n'aime pas avoir peur. » C'étaient les mots les plus nombreux qu'elle avait prononcés depuis l'abandon. Robert sentit ses yeux se remplir de larmes. Après que les filles furent couchées, l'équipe de crise se rassembla à nouveau pour faire le point sur leur progrès. « Nous avons établi un schéma de comportement clair pour Vanessa, » rapporta Diana. « Changement de nom, casier de mineurs scellé, antécédents de ciblage d'hommes riches, et déclarations négatives documentées sur les filles avant le test. Le témoignage du chauffeur est particulièrement précieux, » ajouta James. Cela prouve que l'abandon de Vanessa n'était pas un écart momentané causé par le test de Robert, mais cohérent avec ses vrais sentiments. L'opinion publique a considérablement basculé en votre faveur, nota Olivia en montrant des métriques des réseaux sociaux. Le hashtag soutenant votre famille a 3 fois plus d'engagement que les tags anti-Robert. Marcus sembla troublé. Mais Elliot Graff se fiche de l'opinion publique. Il se soucie de gagner à tout prix. Quel est son angle probable? Il essaiera de déplacer l'attention de l'abandon de Vanessa vers votre décision de la tester en utilisant les filles, expliqua James. Il vous peindra comme manipulateur et contrôlant. Le téléphone de Diana vibra. Elle lut le message, puis leva les yeux avec inquiétude. Nous pourrions avoir un problème. Grave a assigné le docteur Rachel Morgan à comparaître. La thérapeute de mes filles. Pourquoi? Exigea Robert. Il prétend que ces notes de thérapie pourraient montrer que les filles avaient déjà peur de vous avant l'incident. C'est une pêche au hasard, mais cela pourrait effrayer les filles de savoir que leurs sessions privées sont examinées. La mâchoire de Robert se serra. Pouvons-nous bloquer l'assignation? Nous pouvons essayer, dit James. Mais Grave est malin. Il sait qu'impliquer la thérapie des filles vous contrariera, ce qui pourrait vous rendre plus susceptible de régler à l'amiable. Robert secoua fermement la tête. Je ne me laisserai pas manipuler par des menaces et je ne lui permettrai pas d'utiliser le traumatisme de mes filles comme une arme légale. Alors que la réunion se terminait, Diana reçut un autre message. Monsieur, nous avons trouvé autre chose. Le chauffeur qui a surpris l'appel de Vanessa l'a enregistré sur sa caméra de tableau de bord.
Il ne s'en était pas rendu compte jusqu'à aujourd'hui en examinant les images pour une autre affaire. Il l'a enregistré ? Demanda Robert, l'espoir grandissant dans sa voix. Oui, nous avons l'audio de Vanessa déclarant explicitement qu'elle n'avait jamais voulu les filles et qu'elle n'était dans le mariage que pour l'argent. Diana sourit pour la première fois depuis des jours. Monsieur, cela pourrait être la preuve qui met fin à l'affaire de Grave avant qu'elle ne commence vraiment. Le matin de l'audience arriva avec un pâle soleil d'hiver. Robert vérifia une dernière fois son apparence dans le miroir. Costume bleu marine, cravate bleu clair, rien de tapax en grave-l'œil ou d'intimidant. Aujourd'hui, tout allait se décider. Tu es très beau, papa, dit Emma sur le pas de sa chambre. Robert se retourna et sourit. Merci, ma chérie. Ça te va que Madame Winters reste avec vous aujourd'hui? Oui. Elle a promis de faire des cookies et de nous aider avec notre journal vidéo. Bien. Robert s'agenouilla à sa hauteur. Je serai de retour ce soir, espérons-le, avec toute cette histoire terminée. Dans la cuisine, il trouva Sophie expliquant quelque chose à Madame Winters pendant que Lily mangeait tranquillement son petit déjeuner. Souvenez-vous, dit Robert à Madame Winters. Il y a une sécurité supplémentaire à l'extérieur. Ne répondez pas à la porte ou au téléphone. L'équipe de Diana s'occupera de tout. Nous irons bien, l'assura Madame Winters. Les filles et moi avons une journée bien remplie. Sophie s'approcha de Robert en fauteuil. Tu vas voir Vanessa aujourd'hui? Oui, au tribunal. Dis-lui que nous ne sommes pas cassés, dit Sophie fermement. Nous sommes juste différentes. Robert embrassa le sommet de sa tête. Je le ferai. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Lily parla soudain. Papa, il se retourna, toujours surpris d'entendre sa voix après tant de jours de silence. Tu reviendras? Demanda-t-elle, les yeux écarquillés d'inquiétude. Toujours, promis-il. Dehors, Marcus attendait dans un SUV noir. Diana et James étaient déjà à l'intérieur. Tout est prêt? Demanda Robert en montant. James hocha la tête. Nous avons toutes les preuves préparées, y compris l'audio de la caméra de tableau de bord. La juge Sandra Martinez préside. Elle est connue pour être juste mais dure. Diana leva les yeux de sa tablette. Vanessa a découvert la date du procès. Il y a des journalistes devant le tribunal. Nous utiliserons l'entrée sécurisée, dit Marcus en s'éloignant de la demeure. Le trajet vers le tribunal du centre-ville de Boston prit 45 minutes. En approchant, Robert vit la foule de journalistes et de caméras regroupées autour de l'entrée principale. Comme prévu, dit Diana. La sécurité attend à l'entrée arrière. À l'intérieur du tribunal, Robert et son équipe furent escortés vers une petite salle de conférence pour attendre. Précisément à 10 heures, un officier du tribunal apparut. Ils sont prêts pour vous, monsieur Williams. La salle d'audience était plus petite que Robert ne l'avait imaginé. En entrant avec James à ses côtés, il la vit immédiatement, Vanessa assise à une table avec Elliot Grave. Elle avait l'air complètement différente de la femme glamour qui avait vécu dans sa maison. Ses cheveux étaient tirés simplement. Elle portait un maquillage minimal, et sa robe marine était modeste et conservatrice. Tout dans son apparence était conçu pour paraître vulnérable et victimisé. Un instant, leurs yeux se rencontrèrent. Les siens étaient froids malgré son apparence extérieure de fragilité. La juge Sandra Martinez entra et tout le monde se leva. Elle avait la soixantaine, des cheveux gris acier et des yeux perçants qui ne manquaient rien. « Asseyez-vous », dit-elle sèchement. Williams contre Carter Williams, procédure de divorce. Elle regarda les deux parties. J'ai examiné les premières dépositions. Commençons par les déclarations préliminaires. Elliot Grave se leva. Il était grand et impeccablement vêtu d'un costume coûteux. Votre honneur, cette affaire concerne la manipulation et le contrôle. Ma cliente, Vanessa Carter Williams, a été soumise à un test cruel et calculé par son mari, un homme dont les milliards de dollars lui donnent le pouvoir d'organiser des supercheries élaborées. Il a utilisé leurs enfants comme des pions dans son jeu, les mettant en danger pour créer un scénario où ma cliente apparaîtrait comme la méchante. James Whitman se leva ensuite. Votre honneur,
Cette affaire concerne la protection de 3 enfants vulnérables contre quelqu'un qui les considérait comme un fardeau. Monsieur Williams a surpris sa femme exprimer son intention d'envoyer ses filles adoptives dans un internat. Pour déterminer si c'était son vrai caractère, il a créé un scénario contrôlé pour voir comment elle réagirait à des difficultés financières. Son choix d'abandonner 3 enfants handicapés dans une rue déserte a révélé sa vraie nature. La juge Martinez hocha la tête. Maître Grave, vous avez déposé une motion pour exclure l'enregistrement vidéo du prétendu abandon, affirmant qu'il a été obtenu par manipulation et coercition. Oui, votre honneur, répondit Grave. Ma cliente était sous une contrainte extrême, croyant que sa famille avait tout perdu. Ce n'était pas un test de caractère équitable, mais un piège. Maître Whitman, votre réponse. Votre honneur, Madame Carter Williams avait de multiples choix ce jour-là. Elle aurait pu emmener les filles à l'adresse du centre communautaire que Monsieur Williams avait fourni. Elle aurait pu appeler Monsieur Williams quand elle s'est sentie dépassée. Au lieu de cela, elle a choisi de laisser 3 enfants handicapés de 8 ans seuls dans une rue déserte, leur disant qu'ils n'étaient plus son problème. Ce choix était entièrement le sien. La juge Martinez considéra les 2 arguments. J'examinerai la vidéo en chambre avant de statuer sur son admissibilité. Pendant 20 minutes, la salle d'audience attendit dans un silence intense. Quand la juge revint, son expression était sévère. « J'ai examiné la vidéo », dit-elle. Bien que j'ai des inquiétudes sur la façon dont cette situation a été créée, l'enregistrement lui-même est admissible. Madame Carter Williams avait son libre arbitre dans ses actions. La motion d'exclusion est rejetée. Elliot Grave sembla momentanément frustré avant de retrouver son expression composée. Les procédures continuèrent avec Robert appelé à témoigner en premier. Comme James l'avait prédit, l'interrogatoire de Grave était conçu pour provoquer une réponse émotionnelle. Monsieur Williams, utilisez-vous généralement votre richesse et votre pouvoir pour manipuler votre entourage ? Demanda Grave. Non, répondit Robert calmement. J'ai construit mon entreprise pour créer des logiciels d'accessibilité pour les personnes handicapées. Pourtant, vous avez manipulé votre femme avec un mensonge élaboré sur la ruine financière. Est-ce exact? J'ai créé un scénario pour déterminer si ma femme représentait un danger pour mes enfants après l'avoir entendu exprimer son désir de les envoyer loin. Grave arpenta devant lui. Ne cherchiez-vous pas simplement une excuse pour vous débarrasser d'une femme plus jeune ? Peut-être vous en êtes-vous lassé. Robert garda son sang-froid. Non, j'étais uniquement préoccupé par le bien-être de mes filles. Pendant près d'1 heure, Grave continua son interrogatoire agressif. Robert resta calme et concentré, n'élevant jamais la voix ni montrant de colère malgré les questions de plus en plus provocatrices. Quand Vanessa prit la barre, elle joua parfaitement son rôle. La belle jeune femme victimisée par un milliardaire contrôlant. Il m'a dit que nous avions tout perdu, dit-elle en pleurs. Que nous étions en banqueroute. J'étais sous le choc, je ne pensais pas clairement. Pourquoi avez-vous laissé les enfants dans cette rue ? Demanda James lors du contre-interrogatoire. J'étais confuse, dépassée. Robert contrôlait tout dans nos vies, et soudain, il disait que tout était perdu. Sa voix tremblait. Je n'étais pas moi-même ce jour-là. James s'approcha avec une tablette. Madame Carter Williams, 6 semaines avant cet incident, vous avez recherché en ligne « Moyen le plus rapide de divorcer d'un conjoint riche » et « Loi sur l'abandon d'enfants dans le Massachusetts ». Pouvez-vous expliquer pourquoi ? Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent légèrement. Je ne me souviens pas de ces recherches. Nous avons votre historique internet, dit James en lui montrant la preuve. Vous avez également eu 3 consultations téléphoniques avec l'avocat de divorce Blake Thompson avant l'incident. Vanessa regarda Elliot Grave, qui sembla surpris par cette révélation. Ces recherches n'étaient pas liées, balbutia-t-elle. Vous avez également changé votre nom de Veronica Cartwright quand vous aviez 18 ans. Était-ce après avoir été impliqué dans une escroquerie pour frauder une voisine âgée dans le Connecticut ? Objection, hurla Grave. Les dossiers de mineurs sont scellés. Votre honneur, cela établit un schéma de comportement pertinent pour cette affaire, argumenta James. Je l'autorise,
statua la juge Martinez. La témoin répondra. Le masque parfait de Vanessa commença à se fissurer. C'était un malentendu. J'ai changé mon nom pour ma carrière de mannequin. James continua méthodiquement, présentant chaque preuve. Le témoignage de l'ancienne colocataire sur le ciblage d'hommes riches par Vanessa. Ses plaintes documentées sur les triplés, les recherches internet antérieures au test de Robert. Finalement, James brandit un petit appareil. Votre honneur, nous avons une preuve audio enregistrée sur la caméra de tableau de bord d'un chauffeur de taxi le jour où Madame Carter Williams a été escortée de la résidence Williams. Objection, hurla à nouveau Grave. Nous n'avons pas reçu cette preuve. Elle a été découverte hier, expliqua James. Nous en avons informé la partie adverse ce matin même. La juge Martinez hocha la tête. Je l'autorise. Passez l'enregistrement. La salle d'audience tomba dans un silence absolu alors que la voix de Vanessa remplissait la pièce. Bien sûr que je n'ai jamais voulu ces morveux estropiés. Je devais juste tenir assez longtemps pour dépasser la période de l'accord prénuptial. 3 enfants en fauteuil, s'il vous plaît. J'ai épousé Robert, pas un service pédiatrique d'hôpital. Le visage de Vanessa se décolora. Grave lui chuchota urgemment, mais elle semblait au-delà de l'entendre. Madame Carter Williams, demanda James. Est-ce votre voix sur l'enregistrement? Quelque chose en Vanessa céda enfin. Oui, d'accord. Elle n'était jamais censée être ma responsabilité. J'ai épousé Robert, pas son projet de charité. La salle d'audience tomba dans un silence absolu. L'expression de la juge Martinez se durcit alors qu'elle était témoin du vrai caractère de Vanessa révélé. Votre honneur, commença Grave. Ma cliente est clairement sous un stress extrême. Taisez-vous, maître Grave, interrompit la juge Martinez. Elle regarda directement Vanessa. En mes 26 années sur le banc, j'ai rarement vu une cruauté aussi calculée envers des enfants, particulièrement des enfants vulnérables. Après une courte pause, la juge Martinez rendit son verdict. Ce tribunal accorde la demande de divorce déposée par Robert Williams pour motif d'abandon et de cruauté. En raison des actions de Madame Carter Williams envers les enfants mineurs et des preuves d'entrée frauduleuse dans le mariage, l'accord prénuptial est maintenu dans son intégralité. Aucun règlement financier ne sera accordé à la défenderesse. Alors qu'il quittait la salle d'audience, un journaliste cria une question qui arrêta Robert net. Monsieur Williams, comment allez-vous aider vos filles à refaire confiance après tout ce qu'elles ont vécu? Robert s'arrêta, réfléchissant soigneusement à la question. La bataille juridique était terminée, mais le vrai travail, aider ces filles à guérir, ne faisait que commencer. Elles ont besoin de temps, d'honnêteté et d'amour inconditionnel, répondit Robert au journaliste. Maintenant, excusez-moi. Mes filles m'attendent. Le trajet de retour sembla différent, plus léger en quelque sorte, comme si un nuage sombre s'était levé. Robert avait hâte de dire aux filles que la bataille juridique était terminée, mais il savait que leur chemin vers la guérison ne faisait que commencer. Nous avons complètement gagné, dit Marcus en examinant la décision du juge sur sa tablette. Vanessa n'obtient rien, et le prénuptial est maintenu. L'argent n'a pas d'importance, répondit Robert. Je veux juste aider mes filles à se remettre de cela. Quand Robert arriva à la maison, les filles étaient dans la véranda avec Madame Winters. Elles levèrent les yeux avec expectative à son entrée. C'est fini, demanda Sophie. Robert hocha la tête. Oui. Vanessa ne reviendra pas et elle ne peut plus nous faire de mal. Emma étudia soigneusement son visage. Le juge t'a cru ou elle? Le juge a entendu toutes les preuves et a vu la vérité, expliqua Robert en s'asseyant avec elle. Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur l'avenir. Ce soir-là, après que les filles se furent endormies, Robert appela le docteur Morgan pour discuter d'augmenter leur séance de thérapie. Elles ont besoin d'approches spécialisées, suggéra le docteur Morgan. Chaque fille traite ce traumatisme différemment. Dites-moi quoi faire, dit Robert. Quoi qu'elles aient besoin. Le lendemain matin, Robert rencontra le docteur Morgan à la demeure pour développer un plan pour chaque fille. Pour Emma, qui traite les choses de manière analytique,
Je suggère un système d'évaluation de la confiance, expliqua le docteur Morgan. C'est un tableau où elle peut catégoriser les gens et comprendre ses sentiments envers eux. Et pour Lily? Demanda Robert, inquiet pour sa fille la plus silencieuse. L'art-thérapie l'a aidée. Développons ce programme. Ses dessins sont encore sombres, mais je vois de petits changements. Le chaos devient plus organisé. Et Sophie? Le docteur Morgan sourit. Elle a mentionné vouloir faire des vidéos. Canalisons son énergie dans la sensibilisation. Elle peut aider à créer du matériel éducatif sur le handicap pour d'autres enfants. Je veux aussi changer la maison, décida Robert. Supprimer toutes les traces de Vanessa. Laisser les filles aider à redécorer leurs espaces. Au cours des jours suivants, Robert mit ses plans en action. Des entrepreneurs vinrent retirer les changements de décoration que Vanessa avait apportés. Les filles aidèrent à choisir de nouvelles couleurs et de nouveaux meubles pour leur chambre. Emma travailla assidûment sur son tableau d'évaluation de la confiance avec le docteur Morgan. Elle avait des catégories comme « toujours digne de confiance », qui incluait Robert, Madame Winters et ses sœurs. Généralement digne de confiance, médecin, enseignant, et besoin de plus d'informations, nouvelle personne. Cela m'aide à comprendre qui est en sécurité, expliqua Emma à Robert un après-midi. Lily passa des heures en art-thérapie. Ses premiers dessins après l'abandon avaient été des gribouillis chaotiques et sombres entourant 3 petites figures. Progressivement, ces images commencèrent à inclure plus de structure et occasionnellement des taches de couleur. « Regardez », fit remarquer le docteur Morgan à Robert, « voyez comme la figure protectrice, vous, est plus grande dans chaque dessin, et il y a une frontière autour de la famille maintenant. C'est un progrès. » Sophie adopta son rôle de création de matériel éducatif avec enthousiasme. Elle enregistra des vidéos expliquant comment fonctionnait son fauteuil roulant et à quoi ressemblaient les activités quotidiennes. Les enfants ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Dit Sophie à Robert, s'ils voient comment nous vivons, peut-être qu'ils ne regarderont pas autant. Un changement significatif survint lorsque Madame Winters accepta l'offre de Robert de déménager définitivement dans la maison d'invités. Les filles ont besoin de stabilité, dit Robert en faisant l'offre. Elles vous adorent, et vous avoir ici à plein temps les aiderait à se sentir en sécurité. Madame Winters sourit. Je pensais vendre mon appartement de toute façon. Il y a trop d'escaliers pour ces vieux genoux. Les filles furent ravies de la nouvelle. Cela veut dire que vous êtes comme notre grand-mère maintenant? Demanda Sophie avec excitation. Les yeux de Madame Winters se remplirent de larmes. Je serais honorée d'être votre grand-mère Éléanore, si c'est ce que vous voulez. Marcus devint également une présence plus constante, déplaçant son bureau dans l'aile et de la demeure. C'est plus pratique, insista-t-il quand Robert le remercia. Comme ça, je peux aider avec les filles quand tu as besoin de travailler. Les filles commencèrent rapidement à l'appeler oncle Marcus, créant la famille élargie que Robert n'avait jamais eue en grandissant. De petits signes de guérison émergèrent. Pendant la 3e semaine après l'affaire judiciaire, Lily prononça sa première phrase complète en thérapie. « Je me sens en sécurité maintenant », dit-elle doucement en travaillant sur un dessin coloré de la demeure. Le docteur Morgan envoya un SMS à Robert immédiatement. « Percé avec Lily aujourd'hui. Venez voir. » Quand Robert arriva dans la salle de thérapie, Lily lui montra son dessin. La demeure était entourée de jaune vif, la première couleur vraiment vive qu'elle avait utilisée depuis l'abandon. « C'est magnifique, Lily, » dit Robert en s'agenouillant à côté de son fauteuil roulant. « Peux-tu m'en parler ? » « C'est la maison, » dit Lily doucement. « Plus de monstres. » Les progrès d'Emma se manifestèrent de différentes manières. Elle arrêta de vérifier ses sœurs plusieurs fois par nuit, une habitude qu'elle avait développée après l'abandon. « J'ai dormi toute la nuit, » annonça-t-elle fièrement un matin au petit déjeuner. « Je ne me suis pas réveillée effrayée, même pas une fois. » Sophie, toujours la plus résiliente, commença à parler de se refaire des amis. « Il y a une nouvelle fille dans notre classe en ligne, » dit-elle à Robert. « Elle s'appelle Olivia. Elle aime les livres sur l'espace, elle aussi. Elle peut venir un jour. » « Bien sûr, » dit Robert, ravi de ce signe de la volonté de Sophie de refaire confiance. Un moment vraiment significatif arriva lors d'un après-midi pluvieux,
6 semaines après l'affaire judiciaire. Robert travaillait dans son bureau quand il entendit quelque chose qu'il n'avait pas entendu depuis bien trop longtemps. Des rires. Des rires sincères et insouciants des 3 filles. Il se dirigea tranquillement vers la porte de la salle familiale et regarda. Les triplés avaient créé un jeu élaboré impliquant leurs fauteuils roulants et des animaux en peluche. Elles faisaient la course dans la pièce, gloussant alors qu'elles naviguaient dans un parcours d'obstacles fait de coussins. Pendant plusieurs minutes, Robert observa simplement, le cœur plein. Ce n'étaient pas les enfants effrayés et traumatisés d'il y a quelques semaines. Elles redevenaient progressivement elles-mêmes, résilientes, créatives, joyeuses. Ce soir-là, alors que Robert les bordait dans leur lit, elles dormaient maintenant dans leur propre chambre à nouveau. Bien qu'elles aimaient toujours que les portes entre leurs chambres restent ouvertes, Emma posa une question. « Papa, tu es absolument sûr que Vanessa ne peut jamais revenir ?» « Oui, » dit Robert fermement. « Le divorce est final. Elle n'a aucun droit légal d'être dans notre maison ou nos vies. » Les 3 filles se détendirent visiblement à cette confirmation. « Papa » chuchota Lily alors que Robert s'apprêtait à éteindre sa lumière. « Oui, ma chérie. Merci de nous avoir sauvés ce jour-là. » Robert l'embrassa doucement sur le front. « Je viendrai toujours pour vous. Toujours. » Plus tard dans la nuit, Robert s'assit dans son bureau pour examiner les rapports de progrès que le docteur Morgan avait préparés. Chaque fille guérissait à son propre rythme, mais tout avançait. Le terrible jour de l'abandon devenait un souvenir plutôt qu'une présence constante. Son téléphone vibra avec un message de Diana. « Nouvelle urgente sur Vanessa que vous devez voir immédiatement. » Robert ouvrit le message pour trouver un lien vers une petite interview sur un blog. Vanessa prétendait écrire un livre à sensation sur leur mariage, promettant de révéler le comportement contrôlant et manipulateur de Robert. Un mois plus tôt, cette nouvelle aurait envoyé Robert en mode crise. Ce soir, il ferma simplement le message et regarda la photo encadrée sur son bureau. Un nouveau portrait de famille avec les filles, Madame Winters et Marcus. Le pouvoir de Vanessa de leur faire du mal avait diminué. Ils étaient devenus plus forts à travers leur épreuve. La famille avait commencé à guérir, et aucun livre de mensonges ne pouvait changer cette vérité. 1 an plus tard, Robert était assis dans son bureau, examinant les plans finaux pour le gala de la fondation de la famille Williams. Dehors, les fleurs de printemps s'épanouissaient dans le jardin où les triplés jouaient. Leur rire flottait par la fenêtre ouverte, un son qui ne manquait jamais de réchauffer son cœur. Diana frappa à sa porte. « Vous vous souvenez du livre à sensation que Vanessa menaçait d'écrire ?» « Vaguement, » dit Robert, levant les yeux de ses papiers. « Qu'est-il arrivé ?» « Il ne s'est jamais matérialisé. L'éditeur l'a abandonné après avoir vérifié certaines de ses affirmations. » Diana sourit. Son quart d'heure de gloire est officiellement terminé. Robert hocha la tête, sans surprise. Les filles n'ont pas mentionné son nom depuis des mois. Elles ont tellement progressé, approuva Diana. C'est remarquable, en effet. Les changements chez les triplés au cours de l'année écoulée avaient été extraordinaires. Les filles, maintenant âgées de 9 ans, avaient gagné en confiance et en bonheur avec chaque mois qui passait. Lily, autrefois si silencieuse après le traumatisme, parlait maintenant régulièrement, bien que toujours plus doucement que ses sœurs. Juste la veille, elle avait lu une histoire entière à voix haute pendant les devoirs, sa voix devenant plus forte à chaque page. Dans le jardin, la voix de Lily portait à travers la fenêtre. « Sophie, ce n'est pas comme ça que les règles fonctionnent. » « Si, c'est ça, » répondit Sophie en riant. « J'ai fait les règles, donc je sais. » Robert sourit à leur dispute ludique. Sophie restait la triplée la plus franche, mais elle avait canalisé sa personnalité audacieuse dans la sensibilisation. Le mois dernier, elle avait fait une présentation à sa classe sur la sensibilisation au handicap qui lui avait valu une ovation debout. Emma avait découvert une nouvelle passion, la programmation informatique. Robert avait commencé à lui apprendre à coder, et elle montrait une aptitude remarquable pour cela. Ils travaillaient ensemble sur un prototype pour une nouvelle technologie adaptative qui aiderait les utilisateurs de fauteuils roulants à naviguer sur des terrains difficiles. « Papa » appela Emma en entrant dans le bureau en fauteuil. « J'ai résolu ce problème de codage. J'ai utilisé une fonction différente comme tu l'as suggéré. »
C'est fantastique, dit Robert en tournant son écran d'ordinateur vers elle. Montre-moi. Emma tapa expertement sur le clavier, son visage sérieux et concentré. Vois, maintenant le programme s'ajuste automatiquement pour différents poids. C'est un travail brillant, Emma. Tu es une programmeuse naturelle. Emma rayonna de fierté. Tu penses qu'on peut le montrer au gala de la Fondation demain? Absolument, approuva Robert. Les gens ont besoin de voir ce que tu as créé. La fondation de la famille Williams avait été la façon pour Robert de transformer leur expérience douloureuse en quelque chose de significatif. Après mûre réflexion et thérapie familiale, il avait créé la fondation il y a 6 mois. Sa mission était de soutenir les enfants handicapés et de prévenir l'abandon. La fondation finançait des maisons accessibles pour les familles avec des enfants handicapés et fournissait une formation pour les parents adoptifs d'enfants ayant des besoins spéciaux. Les triplés jouaient des rôles actifs dans la fondation, aidant à sélectionner les familles bénéficiaires et apparaissant dans des vidéos éducatives. Leur implication était toujours soigneusement équilibrée avec leur bien-être et leur vie privée. Madame Winters, maintenant affectueusement appelée grand-mère Eleanor par tout le monde, apparut dans l'encadrement de la porte avec Sophie et Lily. Le déjeuner est prêt, annonça-t-elle. J'ai fait vos sandwichs préférés avec les croûtes enlevées, demanda Lily pleine d'espoir. Bien sûr, sourit grand-mère Eleanor. Oublierais-je quelque chose d'aussi important? Alors qu'ils se rassemblaient autour de la table de la cuisine, Marcus les rejoignit, venant de son bureau dans les laits. Comment vont mes programmeuses préférées? Demanda-t-il en ébouriffant doucement les cheveux d'Emma. Nous avons réparé la fonction d'ajustement du terrain, rapporta Emma fièrement. Oncle Marcus, est-ce que tu parles au gala demain? Demanda Sophie. Brièvement, répondit Marcus. Ton papa est le principal orateur. Sophie sembla réfléchir. Je veux parler, moi aussi. Robert leva les sourcils. Vraiment? C'est une grande salle pleine de gens. Je sais ce que je veux dire, insista Sophie. C'est important. Qu'est-ce que c'est? Demanda Lily à sa sœur. C'est une surprise, répondit Sophie. Mais ça concerne notre famille. Après le déjeuner, Robert rencontra le docteur Morgan pour ce qui était devenu un point mensuel plutôt que les séances de thérapie intensive de l'année passée. Les filles s'épanouissent. Observa le docteur Morgan, leur résilience continue de m'étonner. Elles ont encore des moments, admit Robert. Des cauchemars parfois. Emma fait encore ses tableaux de confiance pour les nouvelles personnes. C'est parfaitement normal, l'assura le docteur Morgan. Le traumatisme laisse des empreintes, mais elles ont développé des moyens sains de gérer ces sentiments. Je m'inquiète pour le gala demain, avoua Robert. C'est très public. Et si c'est trop pour elles? Elles se sont entraînées avec des événements plus petits. Elles vous ont, vous et leur système de soutien. Et souvenez-vous, cette fondation était en partie leur idée. Elles veulent aider d'autres enfants. Le soir suivant, le grand bal de l'hôtel Boston Harbor brillait avec un éclairage élégant. Plus de 300 invités en tenue de soirée se mêlaient, beaucoup d'entre eux étant des donateurs de la nouvelle fondation. Les triplés portaient des robes bleues assorties, leurs cheveux coiffés avec des barrettes argentées. Nerveuse? Demanda Robert alors qu'ils attendaient de faire leur entrée. Un peu, admit Emma. Pas moi, déclara Sophie, bien qu'elle serra fermement les mains de ses sœurs. Lily se contenta de hocher la tête, les yeux écarquillés alors qu'elle regardait la foule par l'embrasure de la porte. Souvenez-vous, vous n'êtes pas obligés de rester tout le temps, les assura Robert. Grand-mère Eleanor peut vous ramener à la maison quand vous voulez. L'événement commença par l'introduction de Robert sur la mission de la fondation. Il parla de l'importance de soutenir les familles avec des enfants handicapés et de créer des environnements plus accessibles. Chaque enfant mérite un foyer aimant, dit-il, et chaque parent d'un enfant handicapé mérite du soutien et des ressources. Comme prévu, Marcus parla ensuite des premiers projets de la fondation, 5 maisons entièrement accessibles pour des familles dans le besoin et un programme de formation pour les parents adoptifs. Puis, à la surprise de Robert, Sophie s'avança en fauteuil roulant vers l'avant de la scène. La salle se tut alors que la petite fille en fauteuil roulant ajustait le microphone.
Je m'appelle Sophie Williams, commença-t-elle, sa voix claire et forte. Mes sœurs Emma et Lily et moi avons 9 ans. Nous sommes en fauteuil roulant depuis que nous avions 5 ans, quand nos premiers parents sont morts dans un accident de voiture. La salle était complètement silencieuse. Maintenant, notre papa nous a adoptés et nous a donné une maison. Mais l'année dernière, quelqu'un qui était censé s'occuper de nous a laissés seuls dans une rue parce que nous étions en fauteuil roulant. Elle a dit que nous étions cassés. Robert sentit son cœur se serrer, mais Sophie continua avec confiance. Mais nous ne sommes pas cassés. Nous sommes juste différentes. Et c'est ce que je veux dire à tout le monde ce soir. La famille, ce n'est pas savoir qui peut marcher à côté de vous. C'est savoir qui reste à vos côtés, peu importe ce qui arrive. Le public éclata en applaudissements, beaucoup essuyant des larmes. Emma et Lily s'avancèrent en fauteuil pour rejoindre leur sœur, et Robert enveloppa les trois dans une étreinte douce. Plus tard dans la soirée, alors que Robert aidait les filles fatiguées à se préparer pour le lit, elles étaient encore excitées. « Papa, as-tu vu combien de gens pleuraient ?» demanda Sophie alors qu'il l'aidait à mettre son pyjama. « Je l'ai vu. Tes mots ont touché beaucoup de cœurs ce soir. » La fondation a collecté beaucoup d'argent, n'est-ce pas ? demanda Emma. Madame Johnson m'a dit que les gens faisaient de gros dons. Oui, confirma Robert. Plus que prévu. Nous pourrons aider beaucoup de familles. Dans la chambre de Lily, alors qu'il bordait sa couverture autour d'elle, elle demanda doucement. Est-ce qu'on rencontrera les enfants qui auront les nouvelles maisons ? Si vous le voulez, dit Robert. Ils aimeraient probablement vous rencontrer. Finalement, dans la chambre d'Emma, alors qu'il s'apprêtait à éteindre la lumière, elle demanda « Tu es sûr que tu ne nous quitteras jamais ?» Malgré tout leur progrès, cette peur refaisait encore surface occasionnellement. Robert s'assit au bord de son lit. « Certaines personnes voient des limitations quand elles vous regardent, dit-il doucement. Mais moi, je vois les 3 filles les plus courageuses, les plus intelligentes, les plus merveilleuses qu'un père puisse souhaiter. Vous n'êtes pas juste ma famille, vous êtes ma maison. » Emma sourit et ferma les yeux. Robert vérifia chaque fille une dernière fois avant de se diriger vers sa propre chambre. La demeure qui avait autrefois semblé vide malgré sa grandeur rayonnait maintenant de la chaleur d'un amour familial authentique. Dans son bureau, Robert s'arrêta pour regarder le nouveau portrait de famille accroché au-dessus de son bureau. Lui-même, les triplés, grand-mère Eleanor et oncle Marcus, tous souriant ensemble. À côté était accrochée une copie encadrée de la déclaration de mission de la Fondation, écrite avec la contribution des 3 filles. La famille est définie non pas par la commodité, mais par un engagement inconditionnel à travers les épreuves les plus difficiles de la vie. Leur test douloureux était devenu une vérité puissante, une qui aiderait maintenant d'innombrables autres familles. Et alors que Robert éteignait la lumière, il ressentit une profonde gratitude que de leurs plus grands défis soit venue leur plus grande force. Le lien indestructible d'une famille défini non pas par le sang ou la capacité, mais par un amour qui refuse d'abandonner. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, je suis sûr que vous aimerez la suivante. Ne perdez pas de temps. Cliquez simplement sur l'écran.